Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va commencer donc, le cours numéro 1, transfert de matière, destiné aux étudiants de la 3GP, qui fait suite au cours que nous avons réalisé en présentiel. Donc j'informe les étudiants que le cours, pour suivre cette vidéo, il faut avoir son cours en version papier entre les mains. C'est-à-dire vous allez le télécharger sur la plateforme e-learning de l'Université de Blida. Le cours est intitulé T matière, parce qu'il y a deux. T matière 1. Donc c'est le titre du cours qui se trouve sur la plateforme. Et j'ai déjà envoyé à votre délégué le cours par email. Donc j'ai envoyé le chapitre 1, 2 et 3. Et j'enverrai donc la suite, c'est-à-dire le chapitre 4 et 5 bientôt. Donc nous avons commencé déjà ce chapitre en présentiel. Donc je vais en rappeler les grandes lignes pour qu'on puisse suivre la suite. Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc le chapitre est intitulé Transfert de matière par convection. Comme il existe un chapitre 3, en 4, pardon, transfert de chaleur, qu'on appelle aussi transfert de chaleur par convection. Les principes en sont les mêmes. Donc nous avons vu déjà l'année passée, dans l'unité découverte, notion des phénomènes de transfert, les similitudes qu'il peut y avoir entre les phénomènes de transport. Donc on appelle le transfert de masse par convection, c'est le transfert à l'interface entre un solide et un fluide, mais également entre un fluide 1 et un fluide 2. Donc les fluides, forcément, ils sont immiscibles. Par contre, le transfert de chaleur par convection, lui, se limite à un transfert entre une surface solide et un fluide. Forcément, il y a un mouvement. Quand on parle de convection, il y a un mouvement macroscopique. Donc, l'expression du flux de transfert, la densité de flux de transfert de matière, phi A étoile en molaire, perpendiculaire à l'interface, est exprimée par une loi identique à la loi de Newton en transfert de chaleur, c'est-à-dire Q égale H que multiplié T à la surface ou bien T à la paroi moins température du fluide loin de la paroi. C'est pareil pour le transfert de matière. Vous avez un coefficient de transfert de matière par convection. Vous avez la concentration à l'interface et la concentration loin de l'interface. Il s'agit bien d'un flux perpendiculaire à l'interface. Donc ce coefficient de transfert par convection, comme on l'a montré, il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend principalement du mouvement du fluide, c'est-à-dire la nature du mouvement. On est en laminaire, en turbulent, un mouvement rectiligne ou un mouvement qui tourne, etc. Il dépend également des propriétés physiques du fluide. En transfert de chaleur, ce sera la conductivité thermique, ce sera la masse volumique, ce sera le CP, et la viscosité. En transfert de matière, il dépendra aussi également de la viscosité, de la masse volumique et aussi du coefficient de diffusion moléculaire qu'on a appelé DAB ou bien DEJ. Il dépend également de la géométrie du système. Donc c'est compliqué à avoir. Donc cette densité de flux, qu'on appellera flux pour résumer, pour abréger, donc ce flux de convection entre l'interface et le fluide, eh bien, s'exprimera également par la loi de Fick moins DAB DC A sur DY en Y égale 0. Donc attention, qu'est-ce que c'est qu'Y, qu'est-ce que c'est que c'est. Donc je vais refaire le dessin de l'interface. Donc l'interface étant la frontière, vous avez donc un axe des Y perpendiculaire à l'interface. Et bien entendu, entre la concentration CAS qui se trouve ici par exemple, et la concentration CA infini qui se trouve ici, il y a donc un profil de concentration. Donc ce profil de concentration, CA de Y. Donc quand on s'éloigne de l'interface, eh bien, on atteint CA infini, et donc la concentration en solidité A devient constante. Donc, pourquoi on utilise la loi de Fick alors qu'on a parlé de mouvement du fluide, c'est-à-dire on utilise le terme de diffusion, il n'y a pas de vitesse qui tienne, parce que tout simplement, quand on s'approche de la frontière, eh bien, la vitesse tend vers zéro. D'une part,
Et d'autre part, même s'il y a mouvement, il n'y a pas de mouvement dans le sens vertical. Le mouvement sera forcément parallèle à l'interface, qu'elle soit solide ou bien fluide. Donc, il s'exprime comme ceci. Donc, vous avez la concentration à la frontière, concentration loin de la frontière, le coefficient de diffusion de A dans B, A étant le solidité qui diffuse à travers B, et vous avez la dérivée de la concentration, où ça, à l'interface, c'est-à-dire le flux qui sort de l'interface. Donc, le flux qui sort de l'interface, qui va aller vers le fluide qui se trouve au-dessus, eh bien, on peut l'exprimer par la loi de Fick, qu'on prend à l'interface, c'est-à-dire en y égale 0, il peut s'exprimer par cette loi K, CAS moins C infini. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir le coefficient de transfert de matière, eh bien, ce sera tout simplement moins DAB dCA sur DY en Y égale 0, divisé par la différence de concentration CAS moins C infini. Donc voilà, théoriquement, comment on obtient le coefficient de transfert de masse. Ce coefficient de transfert de masse, bien sûr, qui nécessite la dérivée du profil de concentration, ça veut dire qu'on est censé connaître le profil de concentration. Le profil de concentration qui peut être fonction de x, de y, etc. Dans le cas d'un régime stationnaire, donc vous aurez peut-être deux variables. La variable y, ce sera celle-ci, et la variable x, ce sera dans le sens du mouvement, s'il y a mouvement. Bon, je vous rappelle, à titre d'exemple, lorsque nous avons étudié l'évaporation. Donc, dans le cas de l'évaporation, donc une petite parenthèse, vous avez un liquide qui se trouve ici, et vous avez l'axe. On a orienté l'axe vers le bas, on a mis 0 ici, L, Z, etc. Donc, dans cette zone-là, vous avez CA0 à l'interface, et par exemple CA1 ici, ou l'inverse, peu importe. Donc, rappelez-vous, donc si on néglige le terme de convection, eh bien on va obtenir DAB sur L que multiplie CA0 moins CA1. Eh bien, ça ressemble beaucoup à K CA0 moins CA1. Donc, vous avez un transfert également par convection, puisqu'il s'agit d'une frontière entre deux phases, une phase liquide et une phase gazeuse. Donc le coefficient de diffusion ici est égal à DAB sur L. Donc là, c'est un cas particulier très simpliste. Mais quand vous avez des mouvements compliqués, eh bien, ce sera plus difficile. Et donc la manière d'obtenir le coefficient de transfert, la voici. Donc dans la convection, vous pouvez rencontrer une convection naturelle. On a une convection naturelle et une convection forcée. Donc, dans le cas d'une convection forcée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mouvement du fluide est provoqué par une force extérieure. Donc, lorsque le mouvement est provoqué par une force extérieure, on parle de convection forcée. Et les forces extérieures, ça peut être la gravité, ça peut être une force de centrifuge s'il y a une rotation, ça peut être par exemple une pompe qui pousse un fluide ou bien un ventilateur qui pousse un fluide. Et on peut avoir, à l'inverse, une convection qu'on appelle convection naturelle. Une convection libre. Dans ce cas-là, le mouvement du fluide est provoqué par un gradient de masse volumique au sein du fluide. Sachant que dans un fluide, quand vous avez des différences de masse volumique, vous trouvez toujours le plus léger en haut et le plus bas en bas, c'est-à-dire le plus dense en bas et le moins dense en haut. Donc, si vous mettez le plus dense en haut et le moins dense en bas, il va y avoir un mouvement. Donc, le plus léger qui va monter et le plus lourd qui va descendre. Vous créez un mouvement naturel. Et cette convection naturelle, cette différence de masse volumique, elle peut être due aux mélanges qui sont différents, parce que vous avez, n'oubliez pas, dans le transfert de matière, on a un mélange AB, en bas et en haut, et donc, à cause des différences de concentration, on peut créer une différence de masse volumique qui va créer un mouvement. Et on peut avoir ce mouvement, ou cette différence de densité, grâce à une différence de température. Parce que lorsqu'on chauffe un fluide, sa densité, surtout un gaz, sa densité va devenir plus faible, et donc il va monter. Bon, donc ça c'est un rappel
assez bref. Et il faut savoir que le coefficient de transfert de matière, quand on l'écrit comme ça, c'est pas forcément constant. Parce que si la concentration dépend de x et de y, c'est souvent le cas, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous avez une constante, une constante, une constante et une constante. C'est-à-dire, pardon, c'est pas une constante. Quand vous dérivez la concentration que vous remplacez par y, donc y va disparaître, il restera quand même x. Donc vous aurez souvent un coefficient qui va dépendre de x. Donc si on vous donne un coefficient de transfert de matière dans un exercice avec une valeur, il s'agit d'une valeur moyenne. Eh bien, cette valeur moyenne, je ne sais pas comment on va l'écrire, qu'un moyen comme ceci, sur une certaine longueur L, ce sera 1 sur L intégrale de 0 à L de k de x dx. Donc s'il dépend de x, ce sera comme ceci. Et x, ça va être la distance ici. Donc je vous donne à titre d'exemple le cas de l'évaporation de l'eau dans un courant d'air. Donc vous avez un bassin, donc ça c'est les bordures, et vous avez de l'eau ici, immobile. Et vous avez de l'air qui circule au-dessus avec une certaine vitesse, bien sûr, qu'on va supposer uniforme. Donc si on trace des axes, ça va être x dans le sens du mouvement, y dans le sens vertical, c'est-à-dire dans le sens de l'évaporation. Donc le liquide, s'il n'y a pas de courant d'air, s'il n'y a pas de vitesse de l'air, en absence de vent, donc vous aurez une simple évaporation de Bazemore, comme on l'a étudié dans le chapitre 2. Donc à la surface, vous aurez une concentration de saturation, c'est à 0, qui est liée à la pression de vapeur saturante, et dans l'air, loin de la surface, vous aurez l'humidité ambiante, celle qu'on rencontre ici. Donc vous aurez une simple diffusion et déplacement de la vapeur vers le haut. Par contre, si vous avez un mouvement, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Donc la vapeur d'eau, elle monte vers le haut et en même temps elle est transportée vers la droite. Donc qu'est-ce qui la fait monter vers le haut? C'est le gradient de concentration, donc une pure diffusion. Et qu'est-ce qui la transporte vers la droite? Ce sera la convection, c'est-à-dire le mouvement du fluide. Là, forcément, vous allez avoir une concentration qui va dépendre de x et y. C'est-à-dire que, en fonction de y, plus on monte, plus la concentration diminue. Et dans le sens x, plus on se déplace vers l'avant, plus on aura d'humidité. Parce que là, il y a la vapeur d'eau qui monte par là, plus la vapeur qui arrive de la gauche. Donc voilà un exemple où vous aurez une concentration qui va dépendre de x et de y. Et à la fin, vous aurez un coefficient de transfert de matière par convection qui va dépendre de la variable x. Donc, maintenant, comment obtenir CA de x et de y? Eh bien, pour obtenir CA de x et de y, il faut résoudre une équation compliquée, l'équation dérivée partielle, qu'on appelle l'équation d'échange. Cette équation d'échange, on en a déjà vu une en transfert de chaleur, qu'on a appelée l'équation de la diffusion, bien sûr dans le cas d'un solide, où il n'y a pas de mouvement du fluide, mais ça s'appelle l'équation d'échange. Ces équations d'échange, elles viennent d'où? Elles viennent des lois de conservation. Ici, en l'occurrence, il s'agit de la loi de conservation de la masse. Bon, donc, j'ajoute juste une petite précision que la loi de Fick, telle que écrite ici, elle utilise le coefficient de diffusion. Ce coefficient de diffusion, il peut y en avoir deux types. Si le mouvement du fluide est turbulent, il s'agit d'une diffusivité ou un coefficient de diffusion turbulent. Donc il dépend principalement du mouvement. Mais s'il s'agit d'un mouvement laminaire, eh bien, le coefficient de diffusion est de type moléculaire, celui qu'on trouve dans les tableaux, dans les livres. Mais dans les interfaces, proches de l'interface, on a le plus souvent un écoulement laminaire. Donc, pourquoi on a un écoulement laminaire? Donc, si c'est une surface solide, donc la frontière est une surface solide, plus on s'approche de la surface, plus la vitesse tend vers zéro, et les frottements sont tellement importants qu'ils vont faire en sorte que l'écoulement sera laminaire. Donc, ils vont tellement ralentir le mouvement que l'écoulement sera laminaire. Dans le cas d'une interface fluide-fluide, ce sont les forces de tension interfaciale qui vont réduire cette vitesse
et donc le coulement sera laminaire. Donc il n'y aura plus de turbulence, mouvement de turbulence est moins pareil, il y a beaucoup d'agitation. Voilà donc, principalement, définition un peu globale du phénomène de convection. Je ne vais pas parler de couche limite ici, c'est un peu compliqué, vous allez voir ça au niveau du master. Bon, maintenant, comme les équations à résoudre sont très complexes, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir le coefficient de transfert? Parce qu'on a besoin de calculer les fluides. Eh bien, le coefficient de transfert, à ce moment-là, est obtenu par expérience. Donc, on peut obtenir K, parce que lorsqu'on a un problème compliqué, eh bien, par expérience. Par l'expérience. Bon, maintenant comment faire pour réaliser ces expériences? Donc on a un problème, on veut dimensionner une usine qui va produire un produit quelconque dans lequel il va y avoir des réactions chimiques, des phénomènes de séparation, des formes de purification, etc. Donc vous avez un mouvement du fluide dans les machines, dans les tuyaux, etc. Et donc, si vous avez un transfert de matière, pour avoir un bon dimensionnement, c'est-à-dire le calcul des machines, des surfaces nécessaires, vous devez avoir des valeurs de cas quand même assez précises. Quand la théorie ne peut plus régler ce problème, eh bien, on fait appel soit à l'expérience, soit aux méthodes numériques, si on arrive à avoir toutes les équations et toutes les données nécessaires. On peut faire appel aux méthodes numériques de résolution des équations dérivées partielles. On peut le faire. Mais rien de tel que l'expérience pour avoir des valeurs sûres et certaines. Donc cette expérience, ces expériences sont coûteuses, elles coûtent de l'argent. Parce que imaginons, un simple coefficient de transfert, il peut dépendre de plusieurs paramètres. Il peut dépendre par exemple, je vais vous donner ici un exemple. Il peut dépendre par exemple de la vitesse du fluide, de la masse volumique, de la viscosité, du coefficient de diffusion. Il peut dépendre du diamètre si c'est un tube, ou bien une certaine longueur. Donc il peut dépendre de tout ça. Donc, dans ce cas-là, il va falloir faire beaucoup d'expériences pour trouver une loi ou bien une courbe en fonction de tous ces paramètres. Donc, si on fait des expériences, on ne peut pas varier plusieurs paramètres à la fois. On peut par exemple fixer la masse volumique, le coefficient de diffusion, le diamètre, et faire varier la vitesse pour voir comment évolue le coefficient de transfert avec la vitesse, c'est-à-dire la loi. Donc vous allez peut-être trouver, en faisant cela, vous allez trouver une constante A, une constante que multiplie la vitesse à la puissance alpha, à la puissance n. Mais dans cette constante, il y a tous les autres paramètres qu'on a laissés fixes. Maintenant, si je veux connaître le coefficient de transfert de masse en fonction du diamètre, eh bien, on va obtenir une constante 2 que multiplie le diamètre à une puissance 1. Donc, ça fait, comme ceci, énormément d'expérience. Et ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'installation et donc d'argent. Il va falloir changer le diamètre, changer la pompe, c'est possible, changer le fluide. Et c'est assez compliqué de changer le fluide lorsqu'on travaille avec un fluide bien déterminé, dans le cas réel. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait appel à l'analyse dimensionnelle. Donc l'analyse dimensionnelle, elle est là pour nous aider pour faire des expériences avec le minimum de coûts. Elle fait quoi l'analyse dimensionnelle? Eh bien, elle consiste à grouper ces variables dont dépend le cas en des petits groupements de 2, 3, jusqu'à 4 variables et former deux nouvelles variables adimensionnelles, c'est-à-dire sans unité, sans dimension, et réduire ainsi le nombre d'expériences. C'est-à-dire qu'on peut regrouper, par exemple, je vous donne un petit exemple, ρ, v, d sur mu. Ben, c'est une variable, cette variable, elle porte un nom, on appelle ça le nombre de Reynolds. Vous l'avez peut-être vu en mécanique des fluides. C'est une variable qui regroupe 4 variables. Et on peut avoir d'autres, etc. Donc, au lieu d'avoir k
égale F de V, D, Rho, mu et DAB, eh bien vous allez avoir un groupe fonction d'autres groupes, par exemple, et de P3. Dans le cas d'exemple que j'ai donné, c'est le transfert de matière entre un fluide et une surface solide, donc un tuyau, avec un diamètre V. Donc là, vous aurez quoi? Donc ce P1, je vous donne un exemple qui est traité dans le cahier, vous pouvez le voir dans le cours, pardon, il est traité dans le détail, je vous le donne tout de suite. Le P1, c'est K fois le diamètre divisé par le coefficient de diffusion. Eh bien, l'autre groupe, le groupe qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire le nombre de Reynolds, Rho VD sur mu, et le dernier, enfin, c'est mu sur Rho DAB, qu'on appelle le nombre de Schmidt. Donc celui-là est appelé nombre de Sherwood, qu'on appelle CH, le deuxième est appelé nombre de Reynolds, et le troisième est appelé nombre de Schmidt. Donc vous voyez, on a remplacé tout ça par uniquement ceci. Donc il suffit de faire varier deux variables et voir le nombre de Sherwood. Dans le nombre de Sherwood, vous avez le cas. Une fois que vous avez calculé le nombre de Sherwood, vous avez le cas. Et par chance, il y a beaucoup de gens qui ont fait réaliser ces expériences pour tout type de fluide, pour tout type de géométrie, pour tout type de régime d'écoulement. Ils ont obtenu pour nous des formules ou des corrélations qui permettent d'avoir le coefficient de transfert sans qu'on se casse la tête. Donc, il faut juste savoir d'où ça vient. Donc tout ça, vous l'avez dans les pages 2 et 3 du cours, donc chapitre 3, transfert de matière par convection. Bon, maintenant, on vient à l'équation d'échange que nous avons introduite la dernière fois dans le cours. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait résoudre une équation d'échange pour obtenir le profil CA de X et de Y, par exemple, le profil de concentration. Donc, l'équation qu'on a à résoudre, qu'on appelle l'équation d'échange, eh bien, elle est obtenue à partir des lois de conservation. Donc, je vais écrire paragraphe 3.3, je crois. Je saute les étapes parce que ce cours, on a fait donc équation d'échange. Équation d'échange. Donc pour nous, ce sera l'équation de la diffusion. Lorsqu'on est en transfert de matière, ce sera l'équation de la diffusion. Ou bien l'équation du transport de matière, si vous voulez, d'une espèce chimique donnée que nous avons appelée A, ou bien I, etc. Bon, d'où vient l'équation d'échange? Exactement comme on a fait un transfert de chaleur pour obtenir l'équation de la convection, rappelez-vous, l'équation de la conduction pour la chaleur, lambda, productivité thermique, Laplacien de la température, plus Q. Donc ça c'est le terme de source, et lambda constant, il sera à l'extérieur de la dérivée, vous obtenez donc lambda Laplacien de T. Eh bien, cette équation d'échange, dans le cas de la conduction, elle a été obtenue par l'application du principe de conservation d'énergie, c'est-à-dire le premier principe de la thermodynamique. Dans le cas d'un solide, variation d'énergie interne est égale à flux de chaleur net reçu par le système. Ici, la puissance des forces extérieures est égale à 0 dans le cas d'un solide. Eh bien, pareil, en faisant un bilan de matière d'une espèce chimique dans un réacteur, en appliquant le principe de débit entrant moins débit sortant plus débit produit, c'est-à-dire la source, égale débit accumulé. Débit accumulé, c'est la variation de matière à l'intérieur des réacteurs en fonction de la variété de temps. Donc, je ne vais pas faire le bilan, on ne va pas le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous, on a juste pris l'équation de conservation d'une espèce A qu'on a extrait dCA sur dt moins RA plus divergence de phi A égale à 0. Donc ce phi A, dans certains livres, il est noté 1A. Et nous, le flux, ça c'est le flux massique, quand il s'agit de flux molaire, certains livres, eh bien,
il est symbolisé par le grand M. C'est juste si vous allez utiliser les livres, il faut faire attention pour faire la correspondance. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on a le terme d'accumulation, ça c'est le terme source de production, et ça le terme d'entrée-sortie de l'espèce dans le réacteur. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, juste que le flux de transport, la densité de flux de transport, eh bien, on l'a décomposé en deux termes. Le terme de convection plus le terme de diffusion. Bien sûr, le terme de convection, le terme de diffusion, c'est la loi de Fick. Donc, pour rappel, c'est A bar, c'est la concentration massique. La concentration massique est appelée dans certains livres masse volumique partielle. C'est appelé masse volumique partielle. Donc je rappelle sa définition, c'est la masse de A sur le volume total du mélange. Donc, et oméga A, c'est ce qu'on appelle la fraction massique. Rho, c'est la masse volumique du mélange. Donc, en combinant les deux, c'est-à-dire en introduisant ça ici, dans la divergence. On introduit dans la divergence de Fourier. Vous allez obtenir, je vais passer les détails. Les détails, on les avait vus, on les avait en présentiel, et ils sont présents dans votre cours sur la convection. Donc, après avoir bien sûr pris les hypothèses, c'est rho constant et DAB constant. Donc, en considérant rho et DAB constant, vous allez obtenir divergence de la vitesse égale 0 à cause de ça. Et là, vous allez avoir le gradient du DAB qui sera égal à 0. Et vous aurez, en fin de compte, vous aurez ceci. Vous aurez dCA sur dt plus U, qui est la vitesse, gradient de CA égale DAB, Laplacien de CA plus R. Voilà donc l'équation de la diffusion en grandeur massive. Pardon, CA bar, j'ai oublié, concentration massive. Donc l'équation de la diffusion. En divisant par la masse molaire, donc en faisant une division par la masse molaire de A, vous obtenez la même équation en grandeur molaire. Donc les unités de tout ça, c'est kg par mètre cube par seconde. Vous allez obtenir, en divisant par la masse molaire, des moles par mètre cube par seconde. Donc vous allez obtenir dCA sur dt, CA cette fois-ci c'est la concentration molaire, plus U gradient de CA égale DAB Laplacien de CA plus RA étoile. Donc RA, c'est la vitesse volumique de réaction, ici en massique, ici en molaire. Donc ceci, c'est bien sûr, c'est la masse de A produite par unité de temps et de volume du réacteur, par la réaction chimique. Ça, c'est le nombre de moles de A produit par unité de temps et par unité de volume du réacteur. Donc, il faut résoudre ce problème. Et bien sûr, avec ces cas particuliers, par exemple, si le régime est stationnaire, on élimine le premier terme. Si le terme de convection est négligeable, et on a cité le cas où on peut négliger le terme de convection, on élimine le deuxième terme. Et s'il n'y a pas de réaction chimique, on élimine le RA ou bien le RA étoile. Voilà donc la résolution, l'équation qu'il faut résoudre pour obtenir le profil de concentration, que ce soit en régime stationnaire ou en régime instationnaire, transitoire. Bien entendu, comme en transfert de chaleur, on va faire la même chose. La résolution d'une équation aux dérivées partielles nécessite des conditions initiales et aux limites qui permettent d'obtenir les constantes d'intégration. Quelles sont les conditions aux limites dans le cas où il est initial, dans le cas du transfert de matière? En transfert de chaleur, nous les avons vus tous. On avait vu deux types de conditions initiales. On va avoir la même chose ici. On a les conditions limites. Je crois qu'on en a vu.
5 ou 6, quelque chose comme ça, il y a une condition qu'on n'a pas vue dans le code, mais qu'on a vue en TD. Donc, dans l'exercice 4 de la série 2, le transfert de chaleur, je le rappelle, c'est la dérivée égale à 0. Dérivée égale à 0, ça veut dire que nous avons un maximum, un minimum. On a ça si on a une symétrie dans le problème. Lorsqu'on a une symétrie, donc la courbe sera symétrique, forcément vous aurez soit un maximum, soit un minimum, donc avec une dérivée qui s'annule au plan de symétrie. Donc, 3, 4, ce sera la condition initiale et aux limites. 3, 4, condition initiale et aux limites. Donc, bien entendu, quand on parle de conditions initiales, il s'agit du temps. Et quand on parle de conditions limites, c'est les conditions aux frontières du domaine. Et donc, c'est l'espace. Donc, pour simplifier, on va considérer un problème unidimensionnel, donc avec une concentration qui ne dépend que de x et de t. Ce n'est pas la peine de mettre y et z. Une seule variable, espace, va nous permettre, je m'excuse, une seule variable espace va nous permettre de poser des conditions aux limites. Et donc les limites, ce qu'il ne faut pas oublier, on a dit dans le transfert de chaleur, c'est des frontières, et les frontières c'est des surfaces, ce n'est pas des points, c'est des surfaces. Parce qu'un flux de matière, un flux de chaleur, un flux d'électrons, tout ce que vous voulez, il traverse forcément une surface.